Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Patrice Prudhomme, je dirige les équipes des produits et solutions d'investissement. Je suis accompagné de Mélanie Kiela, qui dirige les équipes des gérants associés. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour voir ensemble le bilan des marchés que l'on peut faire à ce stade, même si l'année n'est pas terminée. Nous verrons ensuite les perspectives macroéconomiques, les opportunités d'investissement, ainsi que les allocations d'actifs et les performances de la gestion sous mandat. Ce que je vous propose, c'est de commencer dès maintenant avec Mélanie sur le bilan des marchés. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous allons commencer par le bilan des marchés actions. Donc les marchés actions ont rebondi depuis le mois d'avril, même si ce rebond a pu s'accompagner d'épisodes de volatilité. La raison de ce rebond, c'est principalement lié aux résultats d'entreprises. Les entreprises ont publié tout au long de l'année de très bons résultats et le consensus des analystes s'attend aujourd'hui à une croissance moyenne pour les actions mondiales d'environ 9,4%. Cette performance, elle s'explique aussi par les dépenses d'investissement massives que nous avons pu voir dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, mais aussi par les perspectives d'investissement, que ce soit dans l'infrastructure ou dans la défense en Europe. Enfin, autre facteur de soutien, c'est l'assouplissement des politiques monétaires un peu partout dans le monde. Les banques centrales ont baissé leur taux directeur. On a plus de 80% des banques centrales qui ont baissé leur taux directeur cette année. Et puis enfin, l'apaisement des tensions commerciales, puisque depuis l'annonce du 2 avril et des tarifs douaniers de la part de M. Trump, un grand nombre de pays ont trouvé des accords avec les États-Unis et ça a permis un certain apaisement sur les marchés d'actions. Au global, ce que l'on constate, c'est que depuis le début de l'année, l'indice des actions américaines progresse de 3,9% en euros. Fait très important sur cette année, c'est effectivement la baisse du dollar qui est de plus de 12%, ce qui fait que la performance des indices est bien plus élevée quand on la prend en devises locales ou en dollars. Les actions internationales ont un peu plus progressé puisqu'elles progressent de 6,8% en euros depuis le début de l'année en raison effectivement d'une meilleure performance à la fois des actions européennes mais aussi des actions émergentes. Et nous allons d'ailleurs faire un petit focus sur ces actions des pays émergents qui ont effectivement davantage progressé que les pays développés en devises locales depuis le début de l'année. Alors, grâce notamment à une croissance économique qui est plus élevée, puisque le FMI s'attend à une croissance des pays émergents de plus 4,2% en 2025, ce qui est bien supérieur à la croissance des pays développés qui, elle, est attendue pour 2025 à plus 1,6%. Mais aussi le soutien des marchés émergents, c'est la croissance des bénéfices des entreprises qui affichent des bénéfices et des résultats sur des niveaux qui sont plus élevés que dans les autres zones géographiques. Comme vous pouvez le voir aussi sur le graphique que vous avez à l'écran, les valorisations des actions émergentes sont plus attractives. On a une décote, ce qu'on appelle une décote de valorisation par rapport aux actions mondiales. Alors on le voit très bien, cette décote, elle s'est réduite tout au long de l'année 2025, mais elle est encore en dessous de sa moyenne historique, ce qui confère encore un avantage aux actions émergentes. Et enfin, pour les actions émergentes, on a aussi eu la poursuite du cycle d'assouplissement des banques centrales, puisque des banques comme le Mexique, comme la Corée du Sud ont baissé aussi leurs taux. Et on l'a vu, l'affaiblissement, la baisse du dollar a un effet positif sur les actions émergentes. Si on regarde maintenant du côté des obligations, ce que l'on a, c'est que tous les indices obligataires sont en hausse depuis le début de l'année, avec un effet important sur l'année 2025, c'est cette baisse de la volatilité que nous avons eue tout au long de l'année 2025, et notamment après le pic qu'on a connu au 2 avril au moment de l'annonce des tarifs douaniers.
Sur les indices obligataires, on va dire que la hiérarchie entre les catégories d'indices en termes de performance est respectée, puisque les obligations d'entreprise à haut rendement, qui sont aussi les obligations qui sont un peu plus risquées, eh bien, ont mieux performé depuis le début de l'année que les obligations bien notées, que l'on appelle les obligations investment grade, que ce soit les obligations d'État ou les obligations d'entreprise. Et je vais maintenant repasser la parole à Jean-Patrice pour les perspectives économiques. Merci Mélanie. Donc effectivement, concernant les perspectives économiques, on va commencer par les perspectives d'inflation. Comme vous le voyez sur le graphique, l'inflation s'est stabilisée autour de 2% en zone euro et de 3% aux États-Unis. On peut dire à ce stade que la désinflation est bien engagée, mais pas terminée. C'est la raison pour laquelle le scénario pour 2026 devrait pouvoir nous montrer encore une inflation qui baisse à nouveau vers 1,7% en zone euro d'après la BCE et 2,6% aux États-Unis d'après la Fed. Et ceci grâce à la modération des prix de l'énergie, des médicaments, des loyers ainsi que des salaires. Nous surveillerons les risques, évidemment, qui pourraient venir soit des tensions géopolitiques, soit des tensions commerciales. Si on regarde maintenant les perspectives de croissance, ce que l'on peut dire pour 2025, c'est que le ralentissement de l'économie mondiale est plus modéré que prévu. Le FMI a d'ailleurs relevé à 2 reprises sa prévision de croissance du PIB mondial de 2,8% à 3,1%. 3,2% même pour 2025. À quoi peut-on s'attendre pour 2026 ? Eh bien, aujourd'hui, nous resterons dans une croissance assez proche de celle que nous avons en 2025. Le FMI projette d'ailleurs cette croissance à 3,1% pour 2026 en raison d'un grand nombre de soutiens. D'abord des soutiens budgétaires, en Chine avec le plan quinquennal, aux États-Unis avec la baisse des impôts et en Europe avec les différents plans massifs d'infrastructures vers les infrastructures et vers la défense. J'ajouterai aussi des soutiens monétaires puisque 77% des banques centrales sont aujourd'hui dans un cycle d'assouplissement monétaire. Alors justement, voyons maintenant ce que l'on peut espérer en termes de perspectives monétaires en 2026. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en 2025, les banques centrales ont poursuivi la baisse de leur taux directeur jusqu'en juin pour la BCE, la Banque centrale européenne, et à partir de septembre pour la Réserve fédérale américaine, en raison de la dégradation du marché de l'emploi. Le scénario pour 2026, c'est que on pourrait s'attendre à de nouvelles baisses des taux directeurs de la Fed si le marché de l'emploi américain devait se dégrader davantage. Aujourd'hui, le consensus des analystes prévoit de nouvelles baisses en 2026 pour la Fed. Si on regarde maintenant les perspectives en France, comme vous le savez, la notation de la France a été abaissée. Elle a perdu son AA, elle est à A+, notamment par les agences de notation Fitch et S&P, en raison évidemment des difficultés de la France à faire face à la dégradation de ses finances publiques et à la hausse de son endettement. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que le spread qui mesure le risque entre les obligations à 10 ans en France et en Allemagne a légèrement baissé ces dernières semaines en raison de la reprise des discussions budgétaires. Et donc c'est plutôt vers du mieux que nous allons. Néanmoins, le FMI prévoit pour la France une croissance de 0,9% en 2026, un peu moins que pour la zone euro à 1,2%. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les perspectives en matière d'opportunités d'investissement. Nous allons commencer par les opportunités qui se présentent dans les actifs cotés, à la fois les actions comme les obligations.
Alors nous allons effectivement commencer avec notre stratégie sur les obligations, et nous pensons qu'il y a pour l'année 2026 des opportunités qui sont liées à des rendements attractifs. En effet, les obligations, elles ont des rendements attractifs qui sont, comme vous pouvez le voir, supérieurs au taux monétaire, mais aussi supérieurs au taux d'inflation, ce qui n'était pas arrivé depuis 2020. Il y a donc des opportunités, selon nous, à la fois dans les obligations d'entreprise à haut rendement, parce qu'elles vont profiter de ce portage élevé, de ces rendements qui sont très élevés, mais elles vont profiter aussi de la situation financière qui est solide de la part des entreprises, et donc d'un taux de défaut qui reste relativement bas pour ce cycle économique. Il y a aussi, selon nous, des opportunités dans les obligations américaines et dans les obligations émergentes, puisqu'elles sont attractives avec des rendements qui sont plus élevés, un peu plus élevés qu'en zone euro. On a des obligations émergentes qui offrent en moyenne un rendement aux alentours de 6%, alors que, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sur les obligations privées à zone euro, on est plutôt aux alentours de 5,4%. Notre conviction pour l'année 2026, c'est, comme vous l'a dit Jean-Patrice, les banques centrales sont dans cet assouplissement de leur politique monétaire, c'est donc de diminuer progressivement la part des placements de trésorerie pour se positionner sur ces obligations d'entreprise, mais aussi obligations d'État bien notées de toutes les zones géographiques. Et pour le faire, notre approche sera plutôt de le faire au travers de fonds qui sont très souvent très diversifiés à la fois sectoriellement et géographiquement, et qui sont donc, selon nous, moins risqués que des obligations en direct. Dans les contrats d'assurance vie, vous pourrez aussi tout à fait, à la place de ces fonds obligataires, intégrer le fonds euro de votre contrat d'assurance vie, puisque lui aussi profitera de ces rendements plus élevés. Sur notre stratégie pour 2026 sur les actions, elle est en fait à se dire qu'il y a, selon nous, des opportunités qui sont liées à la croissance des bénéfices. Comme on vous l'a mentionné, la croissance des bénéfices des entreprises mondiales devrait progresser, selon le consensus, d'environ 9,4% pour 2025. Et on s'attend encore à une progression, puisque les attentes sont à plus 13,7% pour 2026. Notre conviction est donc qu'il y a des opportunités à la fois sur les actions européennes. Les actions européennes vont profiter des plans et de la politique budgétaire avec les plans d'investissement dans la défense ou dans les infrastructures, mais aussi parce que les actions européennes ont des rendements qui sont plus élevés qu'ailleurs. Cette thématique du dividende est souvent très recherchée par les investisseurs. Bien sûr, les actions américaines offrent aussi des opportunités, alors forcément liées à la domination technologique dans l'IA, dans le cloud. C'est vrai que c'est aux États-Unis qu'on va trouver les plus gros acteurs. Et donc, elles ont, ces grandes entreprises, une santé financière très solide et avec une productivité qui est plus élevée qu'ailleurs. Les entreprises américaines devraient aussi profiter de la mise en place au fur et à mesure de l'année du programme de M. Trump, avec la dérégulation de certains secteurs, que ce soit sur le secteur de l'énergie ou de la finance, mais aussi avec les baisses d'impôts qui ont été annoncées plus dernièrement au cours de l'année, et enfin à l'assouplissement, à la poursuite de l'assouplissement des taux directeurs. Enfin, les actions émergentes, selon nous, offrent aussi des opportunités puisque, comme on l'a vu, la croissance économique est plus élevée qu'ailleurs et elles ont encore des valorisations qui sont plus faibles que dans les autres zones. On l'a vu tout à l'heure sur le graphique avec la décote de valorisation. Pour les actions, nous privilégions effectivement l'investissement dans des OPC ou dans des trackers qui vont être très diversifiés sectoriellement et géographiquement. Et à côté, nous privilégions aussi des OPC, des fonds thématiques, comme sur la thématique bien sûr de la technologie, mais aussi sur la thématique de la santé ou des mines d'or qui peuvent offrir effectivement des potentiels d'appréciation pour l'année 2026.
En conclusion de cette partie sur les actifs cotés, et comme nous le montre ce graphique, les actions et les actions mondiales sont l'actif le plus performant sur le long terme. Mais c'est aussi, comme vous le voyez, l'actif le plus volatile. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est possible d'atténuer cette volatilité avec une grande diversification géographique et sectorielle. Et nous allons maintenant voir avec Jean-Patrice notre stratégie sur les actifs non cotés. Alors, effectivement, nous venons de voir qu'il y a des opportunités dans les actions grâce à la croissance des bénéfices, ainsi que dans les obligations grâce aux rendements qui sont très attractifs, si on les compare notamment au placement monétaire et à l'inflation. On va voir maintenant qu'il y a aussi des opportunités dans les autres classes d'actifs. Il y a des opportunités dans l'immobilier. L'investissement en part de SCPI apporte un rendement régulier avec la distribution sous forme de dividendes des loyers perçus. On peut dire aussi que l'investissement en SCPI apporte une diversification vers des actifs immobiliers qui ne sont pas accessibles en direct. Je pense notamment à des cliniques ou éventuellement à des entrepôts dans le cadre de la chaîne de logistique. On considère qu'il faut être sélectif dans le contexte actuel du marché immobilier. Notre approche est d'investir dans des SCPI diversifiés, investis dans plusieurs secteurs immobiliers, ainsi que dans les CPI spécialisés, investis dans les secteurs de la santé et de la logistique. Vous le savez, les CPI sont des placements de long terme et bien évidemment qui présentent un risque de perte en capital et de liquidité. Si on regarde le private equity, il y a aussi des opportunités dans cette classe d'actifs. Ce qu'on peut dire, c'est que le private equity apporte au patrimoine un potentiel de performance généralement plus élevé que les actifs traditionnels, moyennant évidemment une liquidité plus faible. Le private equity apporte aussi une diversification du patrimoine vers des actifs d'entreprise non cotés en forte croissance. Alors on peut investir dans des actions d'entreprises cotées, on parle alors de private equity. On peut aussi investir dans des obligations d'entreprise non cotées, on parle alors de dette privée ou de private debt. Alors notre approche là aussi est d'investir de manière diversifiée dans des fonds de private equity, dans des fonds de dette privée, ainsi que dans des fonds de financement des infrastructures. Je rappelle aussi que le private equity est un placement de long terme qui présente des risques en termes de perte de capital ou de liquidité. Ce qu'on peut dire sur la classe d'actifs des produits structurés, c'est qu'il y a aussi là des opportunités. Vous le savez, les produits structurés apportent des rendements en général plus élevés que les rendements des obligations, mais aussi un profil de risque plus élevé qui peut être atténué avec des mesures de protection, de garantie en capital à l'échéance, selon la formule utilisée par le produit. Et là aussi, vous le savez, les produits structurés sont des placements de long terme qui peuvent présenter effectivement un risque de perte en capital et de liquidité. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est que notre approche du conseil chez Mileis passe par les allocations d'actifs. Alors l'objectif des allocations d'actifs, il est d'optimiser la performance du portefeuille ou du contrat et de minimiser les risques. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement cet objectif peut être atteint avec l'ensemble des classes d'actifs. Chaque profil est investi donc sur l'ensemble de ces classes d'actifs selon une allocation qui va correspondre au profil. Alors une règle toute simple, c'est qu'il y aura toujours plus d'actions que d'obligations dans un profil dynamique et c'est l'inverse pour le profil prudent. Pour bénéficier effectivement de ces allocations, on peut rappeler qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir, si je puis dire, et toutes les équipes de la banque privée, des experts, etc., sont à votre disposition pour passer d'une étape à une autre dans les meilleures conditions possibles. Vous le savez, la première étape, c'est de définir votre profil investisseur. La deuxième étape, c'est la sélection des enveloppes d'investissement. C'est une étape qui peut être accompagnée par un ingénieur patrimonial qui peut vous aider à déterminer
eh bien, le ou les enveloppes d'investissement qui vous conviennent le mieux. La troisième étape, c'est la possibilité que nous offrons chez Mileis de choisir entre le conseil et la gestion. Alors la gestion déléguée ou pilotée. Lorsque nous choisissons effectivement la gestion, eh bien, il y a l'étape de choisir effectivement le profil de gestion qui vous convient le mieux. Alors c'est très simple en général, c'est le profil qui est le plus adapté à votre profil investisseur. Si on regarde maintenant les performances de la gestion, ce qu'on peut dire, c'est que tous les profils sont en hausse ces dernières années, malgré les événements exceptionnels que nous avons vécus, qui sont à la fois la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine, eh bien, qui ont eu un impact important sur les marchés. Malgré cela, tous les profils sont en hausse. Ce qu'on peut dire, et ce qu'on peut constater finalement, c'est que plus le profil est investi dans les actifs risqués, plus la performance est élevée. Voilà les différents points que nous souhaitions aborder aujourd'hui. Bien, nous serions très heureux de recueillir vos questions pour y répondre, ou les recueillir soit aujourd'hui, soit un autre jour. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous solliciter. Alors vous pouvez poser vos questions directement dans le chat si vous le souhaitez, et nous les prendrons au fur et à mesure. Écoutez, ce que je vous propose, eh bien, c'est de arrêter notre événement aujourd'hui, maintenant, de vous souhaiter une très belle fin d'année, et une très bonne fête. Et n'hésitez pas à revenir vers l'ensemble des équipes de Mileis, vos banquiers privés, vos experts, vos ingénieurs patrimoniaux, si vous avez des questions, et nous serons très heureux de pouvoir y répondre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc on vient d'avoir une question qui est: que pensez-vous des crypto-monnaies? Alors, c'est un actif que nous regardons de près. Ce qu'on peut dire, c'est que à ce stade, c'est un actif qui est très volatile, et on l'a constaté encore dernièrement, où si je prends le Bitcoin par exemple, le titre a fortement fluctué, à la hausse dans un premier temps, puis à la baisse. Par exemple, c'est un actif qui a pu baisser de plus de 30% entre le plus haut et le plus bas ces dernières semaines. Ce qu'on peut dire, donc, c'est peut-être un actif un peu trop volatile aujourd'hui en gestion de patrimoine. Donc évidemment, nous serons dans un proche avenir toujours très prudents sur l'investissement dans ce type d'actifs. D'autant que c'est quand même un actif récent, qui existe depuis à peine une quinzaine d'années. Et donc, c'est un actif qui mérite qu'on prenne un peu de recul avant de s'y investir. Et compte tenu de la volatilité de cet actif aujourd'hui, notre message, c'est un message de prudence dans la gestion de patrimoine. Mais écoutez, merci à vous. Nous sommes donc disponibles. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Et je pense là à toutes les équipes de Mileis. Et je vous souhaite à nouveau une très belle fin d'année, de très belles fêtes. À très bientôt. Merci de votre attention.